Tucker Carlson rejoint la longue lignée de journalistes, idiots utiles, aidant les tyrans. Le célèbre Walter Duranty du New York Times et le diffuseur nazi Lord HW proposent des récits édifiants. Tucker Carlson est loin d'être le premier journaliste occidental à s'être rangé du côté de l'ennemi. Il existe une longue tradition selon laquelle Hitler et Staline trouvent des Britanniques et des Américains flexibles pour faire leur propagande à leur place. Le président russe Vladimir Poutine peut être sûr qu'il n'aura pas affaire à des zingers dans son interview avec Carlson, qui doit être diffusée jeudi soir aux États-Unis. Il s'agira probablement davantage d'un exercice de flagornerie semblable à la rencontre de softball entre Carlson et Donald Trump. Août dernier. En fait, il pourrait s'agir d'une tentative de tracer les contours d'une nouvelle relation amoureuse entre Trump et Poutine. Après tout, Carlson a affiché ses couleurs sur le mât de Poutine depuis longtemps. Il a soutenu que Washington devrait prendre le parti de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine et a qualifié l'Ukrainien Volodymyr Zelensky de « dangereux autoritaire », une description qui, apparemment, ne semble pas s'appliquer aux dirigeants russes. Il a également toujours été en phase avec les appels de Poutine en faveur des « valeurs traditionnelles », ce qui, en Russie, tend à signifier une violation des droits LGBTQ+. Le parallèle le plus évident avec l'approche flatteuse de Carlson à l'égard d'un despote russe est sans doute celui du journaliste du New York Times Walter Duranty, chef du bureau de Moscou de 1922 à 1936. Après avoir prouvé sa loyauté et rédigé des comptes rendus élogieux du plan quinquennal communiste, il obtint une interview exclusive de Staline. Il n'a pas couvert l'Holodomor, la famine qui a tué des millions d'Ukrainiens en 1932 et 1933, et a attaqué ceux qui tentaient de faire passer le message, notamment Gareth Jones, un journaliste gallois. Toute information faisant état d'une famine en Russie est aujourd'hui une exagération ou une propagande malveillante, a noté Duranty dans un faux article. L'historien Mark von Regen a écrit plus tard que les reportages de Duranty n'étaient qu'une reprise de la propagande soviétique en contradiction avec l'expérience des peuples des empires russes et soviétiques. Mais cela a eu un impact. Sally Taylor, auteur d'une biographie critique, affirme que les reportages de Duranty ont été un facteur dans la décision du président américain Franklin D. Roosevelt en 1933 d'accorder une reconnaissance officielle à l'Union soviétique. Plus tard, lorsque les atrocités de Staline sont devenues publiques, Duranty a déclaré « On ne peut pas faire une omelette sans casser quelques œufs ». Cette attitude n'a pas rendu service au New York Times au fil des ans et Duranty a été présenté à plusieurs reprises comme un exemple flagrant de mauvaise pratique, notamment de la part des Ukrainiens. Le journal admet que la couverture médiatique qui lui a valu un prix Pulitzer en 1932 est largement discréditée. Duranty était un vrai croyant, insistant sur le fait que la fin justifiait les moyens. Tout comme le journaliste socialiste américain John Reed, auteur de « 10 jours qui ont secoué le monde », qui a travaillé pour le Commissariat du peuple aux affaires étrangères, traduisant des décrets et des informations sur le gouvernement bolchevique au début de la révolution de 1917. J'ai également collaboré à la collecte de matériel et de données et à la distribution de documents pour aller dans les tranchées allemandes, a écrit Reed à propos de ses activités de propagande pendant la Première Guerre mondiale.
Plus tard, il est retourné aux États-Unis avec son épouse Louise Briand, une féministe et militante politique américaine, où ils ont défendu la révolution bolchevique et où il a cofondé l'éphémère Parti travailliste communiste d'Amérique. Accusé de sédition, il s'enfuit en Russie. Le romancier américain Upton Sinclair a décrit Reed comme « le playboy de la révolution russe ». Reed, en fait, a commencé à se brouiller avec ses patrons soviétiques à propos de tactiques révolutionnaires et a succombé aux TIE Force, mais a été enterré en héros, devenant l'un des 4 Américains enterrés dans la nécropole du mur du Kremlin sur la place Rouge. Il y a probablement de la place pour Carlson aussi. La Russie appelle. Les nazis comme les soviétiques trouvèrent des propagandistes utiles pour leur cause. L'antisémite d'origine américaine William Joyce, descendant de l'Union britannique des fascistes, est devenu célèbre en tant qu'animateur lors HAW pendant la Seconde Guerre mondiale, narguant le public américain et britannique avec son émission de radio nazie Germany Calling. Juste au cas où Carlson serait tenté par l'idée d'une émission intitulée Russia Calling, il ferait mieux de l'avertir que ces choses peuvent mal finir, et les Britanniques ont pendu Joyce en 1946. Le mondain britannique Unity Mitford s'est tourné vers la propagande nazie à cause du culte des idoles. En 1934, elle se rend à Munich dans l'espoir de rencontrer Adolf Hitler et le traque à l'Osteria Bavaria, son restaurant préféré. Finalement, après 10 mois, Hitler l'a invitée à sa table. « C'était le jour le plus merveilleux et le plus beau de ma vie », a-t-elle écrit à son père. « Je suis si heureux que cela ne me dérangerait pas du tout de mourir. Je suppose que je suis la fille la plus chanceuse du monde. Pour moi, c'est le plus grand homme de tous les temps. » Le Führer allemand approuvait le deuxième prénom de Mitford, Valkyrie, et était ravi que son grand-père ait traduit les œuvres antisémites de Houston Stewart Chamberlain, un auteur préféré, selon l'historien Gilles Milton. Unity devint membre du cercle restreint d'Hitler et écrivit pour le journal antisémite Der Sturme de Julius Streicher un article in vitro dénonçant les Juifs, commençant par les Anglais n'ont aucune idée du danger juif. Elle s'est tiré une balle dans la tête au début de la guerre, mais a survécu et a reçu la visite d'Hitler, ne mourant qu'en 1948 des suites d'un gonflement autour de la balle. Les nazis ont également pu mettre en service le romancier comique P.G. Wodehouse, connu pour ses personnages fictifs Jeeves et Wooster. Interné par les autorités françaises de Vichy, Wodehouse a été libéré par les Allemands et emmené au luxueux hôtel Adlon à Berlin et a accepté de faire 5 émissions aux États-Unis via la radio allemande avant que l'Amérique n'entre en guerre, comprenant des anecdotes humoristiques sur ses expériences de prisonnier. Cela a contribué à humaniser les nazis. Carlson lui-même a défendu son approche en mentant en affirmant que les médias occidentaux n'avaient même pas pris la peine d'essayer de parler à Poutine. Mais même le Kremlin a admis l'avoir choisi comme un « idiot utile ». Confronté à la déclaration de Carlson selon laquelle les médias n'ont pas pris la peine de demander à parler à Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré « Monsieur Carlson avait tort » et a ajouté que les demandes des médias occidentaux ont été rejetées parce que, ils ne peuvent se vanter d'aucune tentative de donner même l'impression qu'ils fournissent une couverture impartiale. Cependant, on peut sans doute compter sur Carlson, qui a affirmé soutenir la Russie comme étant impeccablement impartial. Entretien avec Lud et entretien de Tucker Carlson avec Poutine. Voici pourquoi nous faisons l'interview de Poutine. 2 ans après le début d'une guerre qui remodèle le monde entier, la plupart des Américains ne sont pas informés. Ils n'ont aucune idée réelle de ce qui se passe dans cette région. La guerre en Ukraine est un désastre humain. Elle a fait des centaines de milliers de morts. Toute une génération de jeunes Ukrainiens. Il a dépeuplé le plus grand pays d'Europe et la guerre en Ukraine est un désastre humain. Il ne s'agit pas, selon Tucker Carlson, d'un désastre parrainé par le Kremlin. Carlson ne dit pas que les politiques de Poutine ont dépeuplé le plus grand pays d'Europe.
Carlson ne dit pas que la Russie a lancé une invasion non provoquée de la Crimée ukrainienne et du Donbass en 2014, suivie d'une invasion ultérieure en 2022. Non. Il ne dit rien d'une agression russe pure et simple. Il ne dit rien des 19 000 enfants ukrainiens kidnappés et endoctrinés avec l'idée que l'Ukraine n'existe plus. Carlson omet de citer les discours ou les documents de Poutine, dans lesquels le dictateur russe affirme que l'Ukraine n'est pas un véritable pays, même si elle est reconnue comme telle par les dirigeants soviétiques et russes depuis 100 ans. Il ne nous dit pas que l'Ukraine est un pays qui veut se libérer de Moscou. Il ne mentionne pas les traités et accords solennels reconnaissant la souveraineté de l'Ukraine, traités signés par les Russes. Il n'explique pas qu'en 1994 l'Ukraine a renoncé à un grand arsenal nucléaire en échange de garanties de sécurité de la Russie. Au lieu de mentionner ces points, Carlson se concentre sur la façon dont cette guerre a remodelé les alliances militaires et commerciales mondiales, bouleversant ainsi l'économie mondiale. En d'autres termes, cette guerre va nuire au portefeuille des Américains. Nous devons donc mettre fin à cette guerre. L'idée selon laquelle nous devons mettre fin à cette guerre implique que cette guerre nous appartient d'une manière ou d'une autre, que nous en sommes responsables. Selon Carlson, le peuple ukrainien n'a aucun pouvoir d'agir. L'Ukraine est un État fantoche des États-Unis et son indépendance et la liberté du peuple ukrainien ne sont pas en cause. Le gouvernement ukrainien est corrompu et mérite d'être détruit par les Russes. Carlson préconise donc de couper le soutien à l'Ukraine, ce qui garantirait une victoire russe. Il oublie de dire à ses auditeurs qu'une victoire russe serait une catastrophe humanitaire bien pire que la guerre en cours, tout comme la chute de Ségan a entraîné une catastrophe humanitaire au Sud-Vietnam et au Cambodge bien pire que la guerre du Vietnam. En fait, plus de personnes ont été assassinées à la suite de la victoire communiste en Asie du Sud-Est qu'il n'y en a eu en 20 ans de combat. Le même résultat se répéterait dans l'Ukraine occupée par la Russie. Des millions d'Ukrainiens seraient tués, emprisonnés ou soumis à un lavage de cerveau. Des millions d'autres fuiraient vers l'Europe, provoquant une crise de réfugiés sans précédent. Le coût financier d'une défaite serait supérieur au coût relativement faible du soutien à l'action de maintien de l'Ukraine. Pire encore, l'armée russe se retrouverait aux portes de l'OTAN. Où trouverions-nous les hommes et l'argent nécessaires pour renforcer cette frontière? Et si nous abandonnions l'OTAN à ce moment-là, la Russie deviendrait le maître de l'Europe. La Chine serait alors maîtresse de l'Asie et probablement du Pacifique. Il progresse déjà en Amérique latine. Nous constatons déjà le soutien de la Russie et de la Chine à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua, etc. L'Amérique serait encerclée de tous côtés. L'Amérique serait sanctionnée par un monde sous domination russe et chinoise. La position stratégique de l'Amérique serait presque intenable. La position de Tucker Carlson sur la guerre en Ukraine est irresponsable. Bien que ce type d'irresponsabilité soit devenu une pratique courante en Amérique, il n'y a aucune excuse pour présenter la propagande ennemie comme une vérité. Carlson accuse l'Amérique d'être responsable de cette guerre. En fait, il n'y avait aucune coopération militaire entre l'Ukraine et l'OTAN jusqu'à ce que les forces russes attaquent l'Ukraine et occupent le territoire ukrainien en 2014. L'agression militaire russe a poussé l'Ukraine dans les bras de l'OTAN. Comment est-ce la faute de l'Amérique? L'affirmation selon laquelle la révolution de Maïdan était un coup d'État de la CIA est sans fondement. Selon les recherches de Boris Chikulet, la moitié de l'élite ukrainienne a été formée dans les académies du KGB ou a servi au KGB. En d'autres termes, l'Ukraine était criblée d'agents du Kremlin en 2014. Le Parti des régions au pouvoir et le Parti communiste d'Ukraine devaient allégeance à Moscou. Lorsque le peuple ukrainien a tenu tête aux marionnettes de Moscou à Kiev, nombre de ces marionnettes ont fui vers Moscou en panique. Faisons quelques calculs. Combien d'agents de la CIA y avait-il en Ukraine en 2014 et combien d'agents du KGB/FSB y avait-il en Ukraine? Les Russes devaient avoir une centaine d'agents pour un agent de la CIA. Comment alors la CIA aurait-elle pu orchestrer un coup d'État contre le parti pro-Kremlin au pouvoir?
L'idée selon laquelle la CIA aurait pu opérer efficacement en Ukraine, étant donné l'incompétence et l'aversion au risque des bureaucrates de la CIA, est absurde. Personne qui connaît la CIA ne pense que la CIA a mené un coup d'État en Ukraine. Il est ridicule que Carlson, un célèbre journaliste américain, ignore à ce point les limites de la CIA. A-t-il déjà pris la peine de lire Legacy of Ashes de Tim Weiner? Carlson met en garde contre des changements historiques qui définiront la vie de nos petits-enfants. Dans un curieux revirement, Carlson affirme que la majeure partie du monde peut voir la vérité sur l'Ukraine, et pourtant, les populations des pays anglophones semblent pour la plupart l'ignorer. Il pense que rien n'a vraiment changé? Et il pense cela parce que personne ne leur a dit la vérité. Pourtant, Carlson ne dit pas la vérité. C'est Carlson qui organise les événements pour favoriser la position du Kremlin. Un journaliste américain ne devrait jamais coopérer avec l'ennemi de son pays en déformant les actions passées de son pays. Ce n'est pas une bonne chose de devenir une tribune pour les mensonges russes. Carlson parle comme si les seuls méchants au monde se trouvaient à Washington, D.C. Il oublie que la politique soviétique a abouti à la torture, à l'emprisonnement et au meurtre de dizaines de millions de personnes. Il oublie que la Fédération de Russie est une continuation de l'Union soviétique, dirigée par la même élite qui dirigeait l'Union soviétique. La Russie est surveillée par la même organisation de police secrète. Cette organisation continue d'honorer et de célébrer les meurtriers de masse du passé soviétique. Dans ce contexte, toute reconnaissance officielle russe des crimes de Staline est calculée et cynique. Il n'y a pas de véritable repentir au Kremlin parce qu'il n'y a eu aucun changement dans le soutien de la Russie aux communistes à l'étranger, aucun changement dans le militarisme russe et la subversion de l'Occident. Mais vous ne le sauriez jamais en écoutant M. Carlson déconcerté. Il semblerait que Carlson interviewe le président Poutine afin de présenter au monde anglophone une vérité qui leur a été cachée par les méchants médias américains comme si les médias américains étaient plus malhonnêtes que les médias contrôlés par l'État russe. Sur ce point, nous ne devons pas nous tromper. La Russie et la Chine sont alliés, au même titre que tous les autres pays communistes. Carlson ne comprend pas cela. Nous ferions mieux d'écouter un journaliste dissident chinois, comme M.D. Wang de Lud Media. Entretien avec Lud. GRN, ma première question concerne l'enregistrement de 57 minutes de mai 2022 de la réunion de mobilisation civilo-militaire dans le Guangdong. Qu'est-il arrivé à la mobilisation chinoise? Le PCC se dirige-t-il toujours vers la guerre? Lud, la réponse à cette question est sans aucun doute oui, il pousse toujours à la guerre contre les pays occidentaux. La deuxième chose est que j'ai une inquiétude quant à l'interprétation de cette réunion militaro-civile dans le Guangdong. Nous devons comprendre le message caché derrière cette réunion, parce que dans le système politique chinois, quand on parle de quelque chose, on utilise des termes qui ont des significations cachées. Ces termes ne sont pas entièrement compris, surtout lorsqu'ils parlent de réussite stratégique. Le succès stratégique est souvent évoqué au sein du PCC en termes de conflit avec les États-Unis. GRN, comment le PCC définit-il le succès stratégique? Est-ce conforme à la pensée de Mao Zedong? Lud, Xi Jinping a une nouvelle version de l'idéologie de Mao. Il l'appelle « communauté de destin partagée par toute l'humanité ». La théorie politique actuelle de 11 est composée de nombreux éléments, notamment des 1000 ans de tradition chinoise et du système communiste de l'Union soviétique, et il a également introduit un élitisme très moderne à Wall Street. Alors, il rassemble tout cela pour faire un mélange. Cela ne peut pas être compris simplement comme du communisme. C'est une version évoluée du communisme. GRN, nous entendons dire que l'économie chinoise est en difficulté. Cela semble empirer. Xi Jinping va-t-il résoudre ces problèmes ou y aura-t-il un effondrement économique? Lud, actuellement, l'économie de 11 comprend deux volets, le commerce extérieur et la demande intérieure. Le commerce extérieur étant en baisse, la demande intérieure est en difficulté.
La solution pour 11 est donc de déplacer les ressources humaines vers la construction du complexe militaire afin de tirer profit de la guerre russe en Ukraine et dans d'autres points chauds du monde. Le point critique est que, face à un découplage soudain entre la Chine et les États-Unis, 11 doit tout mettre en œuvre dans le complexe militaro-industriel pour remplacer le modèle économique précédent. Dans le même temps, lorsque l'économie de 11 tombera dans le modèle militaire, cela le poussera vers la guerre, vers un conflit mondial. GRN, la Chine envoie actuellement du matériel militaire à la Russie. LUD, 100%, oui. La Chine fournit des armes à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ils fournissent une foule de choses, notamment des munitions. La Chine fournit à la Russie les produits chimiques nécessaires aux usines de munitions russes. Ils fournissent non seulement directement des produits chimiques, mais aussi des précurseurs. Deuxièmement, ils envoient des machines-outils de très haute précision afin que la Russie puisse assembler diverses armes. GRN, si l'économie chinoise est en déclin et qu'il est inévitable que Xi Jinping utilise son armée pour déclencher une guerre, de quel genre de guerre s'agira-t-il ? LUD, premièrement, nous devons comprendre qu'actuellement nous ne pouvons pas utiliser la définition de la guerre dérivée de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Nous devons comprendre que la Troisième Guerre mondiale aura une forme hybride. L'idée de 11 est différente de celle de la Russie, où nous assistons à une guerre cinétique. La guerre hybride de 11 vise les États-Unis dans le but de diviser politiquement le pays. Ils utilisent la guerre psychologique et tenteront de cibler vos élections. Selon le concept de guerre hybride de 11, la Chine est déjà en guerre contre les États-Unis. Nous voyons cela en termes de division politique et également de Covid-19. La pandémie a en réalité causé plus de dégâts qu'une guerre cinétique traditionnelle. GRN, de nombreux hommes chinois en âge de servir dans l'armée traversent la frontière sud des États-Unis. Beaucoup d'entre eux tentent peut-être d'échapper au gouvernement de 11. Certains de ces hommes pourraient-ils être des agents du PCC ou des commandos spéciaux ou des terroristes? Que pensez-vous qu'il se passe? LUD, souvenez-vous de l'offensive de Pâques pendant la guerre du Vietnam. Ils ont utilisé la piste Ho Chi Minh pour entrer dans le Sud-Vietnam via le Cambodge. 11 possède sa propre piste Ho Chi Minh qui traverse l'Amérique en passant par le Mexique. Cette invasion peut être combinée à une cyberguerre et à des attaques contre les infrastructures américaines. Dans le même temps, de nombreuses personnes vont être mobilisées dans les rues pour perturber les villes, le système social et l'économie. Toutes ces choses arriveront en même temps. Le but est de perturber le système de gouvernement interne de l'Amérique afin que les États-Unis ne puissent pas faire face aux menaces étrangères. Comme vous pouvez l'imaginer, cette attaque perturbatrice pourrait rendre les gens malades. Ils vont donc regrouper plusieurs mesures différentes. Ces mesures apporteront une victoire stratégique en poussant les États-Unis dans l'anarchie. Le gouvernement perdra alors le contrôle de la société. Ils pourront alors cibler le système du dollar. C'est ce qui est important. GRN, et cette attaque perturbatrice va-t-elle se produire avant les élections de novembre 2024? LUD, il faut comprendre qu'en termes de théorie des jeux, ils attendent une opportunité. Il est donc difficile de dire si l'attaque aura lieu avant ou après les élections. Il faut qu'il y ait une très bonne opportunité et il ne faut pas oublier qu'ils se préparent depuis longtemps. Selon une source que j'ai au sein du PCC, Xi Jinping surveille de près les élections de 2024. S'il y a une ouverture, s'ils voient qu'il y a une bonne opportunité et s'ils se sont suffisamment préparés, ils n'hésiteront pas à lancer une attaque combinée depuis l'intérieur de l'Amérique. GRN, la diaspora chinoise est-elle consciente de ce qui s'en vient? Ont-ils peur de ce que 11 va faire? Existe-t-il une menace pour les Chinois épris de liberté vivant aux États-Unis? LUD, le risque pour les Chinois vivant aux États-Unis existe bel et bien. Un Chinois épris de liberté, comme moi, est considéré comme un traître par le gouvernement du PCC à Pékin. On me traite de traître envers la Chine. Si le PCC attaque l'Amérique de l'intérieur, des gens comme moi courront un grave danger. GRN, Y a-t-il un signe que le peuple chinois en a assez du régime du Parti communiste?
Y a-t-il des signes de tension en Chine? Lud, oui. Je crois que 60 ou peut-être 70% des Chinois sont mécontents et ont de nombreuses plaintes. Ils en ont assez de tout ce système. Cependant, le problème est que le champ de bataille sur lequel les communistes envisagent de se battre est celui des États-Unis eux-mêmes. En d'autres termes, les États-Unis sont dans une position défensive et ce n'est pas juste. Comment le peuple chinois peut-il se libérer du PCC si la bataille politique se déroule aux États-Unis? Tant que votre stratégie est purement défensive, les communistes trouveront une faiblesse, une ouverture, et ils vous causeront des ennuis plutôt que d'en souffrir eux-mêmes. Vous devez donc changer de position. Vous ne pouvez pas être sur la défensive tout le temps. Vous devez pousser le champ de bataille du côté de votre ennemi. Vous devez vous infiltrer et pousser ce conflit du côté chinois. Une stratégie plus offensive aurait dû être adoptée depuis longtemps. GRN, de nombreux analystes occidentaux craignent que la Chine ne bloque ou n'envahisse Taïwan. Est-ce une peur réaliste? Lud, c'est une question de définition. Si l'on considère qu'un blocus économique peut être réalisé de manière subtile, par des moyens non militaires, par exemple, si le PCC peut contrôler ce qui est importé à Taïwan, ou ce qui peut être exporté de Taïwan, alors le blocus a déjà commencé comme une forme de pression sur l'économie de Taïwan. La pression sur Taïwan augmente petit à petit. Ce que les États-Unis doivent faire, c'est s'intégrer au système militaire et de renseignement de Taïwan. Si cette intégration ne se produit pas, lorsque le système américain sera perturbé, Taïwan courra de grands risques. Nous ne pouvons donc pas dire « ils n'ont pas fait cela » ou « ils le feront ». C'est plus compliqué et cela concerne la capacité des États-Unis à interférer avec les plans du PCC. GRN, comment pouvons-nous au mieux interférer avec les plans du PCC? Comment arrêter les communistes? Lud, le meilleur moyen est d'obtenir le contrôle de la situation par les militaires et les services de renseignement. Regardez comment les choses sont contrôlées ou influencées. Regardez la situation en matière de sécurité, de police et de renseignement. Le PCC est doué pour contrôler de nouveaux territoires en prenant le contrôle des systèmes militaires et policiers. À Taïwan, les systèmes policiers et militaires présentent des faiblesses et des ouvertures. La raison pour laquelle la Chine ne contrôle pas totalement Taïwan est qu'elle n'exerce aucun contrôle sur la police et l'armée. Mais ils infiltrent ces organisations. L'un des dangers réside dans le fait que les États-Unis envoient des armes avancées à Taïwan. Si l'armée taïwanaise a été infiltrée par des agents du PCC, ces agents peuvent informer la Chine des techniques de guerre avancées des États-Unis. Tout d'abord, il faut s'attaquer au problème du renseignement. GRN, alors, vous pensez que les communistes chinois sont en train de gagner la guerre du renseignement contre l'Amérique? Lud, premièrement, parce que les États-Unis n'ont pas l'intention sérieuse d'infiltrer le système de renseignement communiste, ils n'ont pas réussi à recruter des agents au sein du PCC capables de leur dire ce qui se passe. Dans le même temps, les communistes chinois sont bien informés des intentions et des capacités américaines. Lorsque Pékin et Washington construisaient leurs relations diplomatiques il y a 50 ans, le PCC n'a jamais perdu l'espoir de vaincre les États-Unis. Ils ont toujours travaillé pour la défaite des États-Unis tout le temps. Même lorsqu'ils travaillaient avec les États-Unis pour vaincre l'Union soviétique, ils étaient néanmoins déterminés à apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur les renseignements et l'armée américaine. Lorsque les États-Unis ont commencé à faire pleinement confiance à la Chine, celle-ci a caché ses intentions et ses méthodes aux États-Unis. Ils utilisaient d'obscurs dialectes chinois pour transmettre des informations codées, de sorte que la partie américaine ne pouvait jamais comprendre ce que les responsables et les agents du PCC se disaient en privé. Ils ont réussi à tromper complètement les États-Unis en empêchant que des informations véritables ne soient divulguées du côté américain. GRN, nous avons une guerre de missiles du Yémen dans la mer Rouge, nous avons l'Iran sur le point de fabriquer des armes nucléaires et nous avons la Corée du Nord qui dénonce une unification pacifique avec la Corée du Sud.
Ces positions politiques prises par les gouvernements du Yémen, de l'Iran et de la Corée du Nord sont-elles liées à la stratégie plus large de la Chine? Lud, oui, bien sûr, ces pays sont tous liés au PCC. Parlons d'abord de la Corée du Nord. Il va de soi que la Corée du Nord n'est pas un pays indépendant. Il est beaucoup plus intégré au gouvernement du PCC que ne le pensent les chercheurs occidentaux. La Corée du Nord est un pays contrôlé par le PCC. Mes sources en Chine disent qu'il y a une centaine de responsables du PCC affectés au gouvernement nord-coréen et que lorsque Kim Jong-un prononce un discours, ils se réunissent avec l'ambassadeur nord-coréen. La Chine utilise la Corée du Nord comme producteur de main-d'œuvre bon marché. Ils utilisent également la Corée du Nord pour faire ce qu'ils veulent officiellement éviter de reconnaître comme étant leur propre fait. Passons au Yémen et aux rebelles houthis. Le Yémen était un pays socialiste organisé par l'Union soviétique, mais après l'effondrement de l'Union soviétique, la Chine a commencé à utiliser le Yémen comme base pour intervenir au Moyen-Orient. Concernant l'Iran, les États-Unis imposent des sanctions contre l'Iran depuis si longtemps que nous devons nous demander pourquoi ces sanctions ont échoué. Comment l'Iran obtient-il l'argent et la technologie nécessaires pour prospérer? Ils ne peuvent pas obtenir d'aide financière mondiale. Comment ont-ils construit leur industrie nucléaire? La réponse est que la Chine aide l'Iran. Le Hamas reçoit également une aide extérieure, et cette aide vient également de la Chine. GRN, ainsi, ces pays le Yémen, l'Iran, la Corée du Nord travaillent avec la Chine. Dans le cas où l'attaque interne de la Chine perturberait les États-Unis, ces pays lanceraient-ils des attaques contre Israël, les États du Golfe, la Corée du Sud, etc. Lud, 100%. Ils travaillent ensemble et si l'Amérique est perturbée, ils peuvent, par exemple, fermer des voies navigables stratégiques. En cas de perturbation des activités des États-Unis, ils veulent contrôler le canal de Suez. L'Iran contrôlera le détroit d'Ormuz. Il y a ensuite le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale. Puisqu'ils ciblent le système mondial occidental, ils visent également les voies navigables et les points d'étranglement critiques. GRN, et que se passerait-il si la Russie gagnait la guerre en Ukraine? Lud, actuellement, les Russes ne mettront pas fin à la guerre en Ukraine dans un court laps de temps. Le PCC veut soutenir la Russie avec des armes parce que cela facilite la transition de la Chine de la production de biens de consommation à la production de biens militaires. Ainsi, le PCC dépend de la guerre en Ukraine pour maintenir son système économique et, à terme, si les Russes prennent le contrôle de l'Ukraine, la Chine prendra le contrôle des principaux actifs économiques du pays pour financer cette guerre. Ce modèle est en train d'être établi et ce modèle est très familier à la Russie. Ils vont donc viser la prochaine guerre et ils vont poursuivre ce processus d'expansion et d'expropriation des ressources. Il faut comprendre que toutes ces opérations militaires doivent être payées avec quelque chose. Le camp vaincu par la Russie paiera pour cette guerre. Naturellement, ils ciblent les États-Unis de la même manière, afin que ceux-ci financent leur propre défaite. GRN, comment ça marche? Lud, si le PCC bat les États-Unis par diverses mesures, les États-Unis en paieront la note. Il s'agit là d'une tendance prédatrice de la Chine qui consiste à saigner économiquement ses victimes. Si la Russie bat l'Ukraine, la Chine pourra reconstruire l'Ukraine comme exemple de l'initiative One Belt, One Road. Ensuite, ils attaqueront le dollar et créeront un nouveau système économique. GRN, en ce qui concerne la guerre biologique, il y a eu des nouvelles selon lesquelles le PCC travaillait sur une version plus mortelle du virus corona, puis un laboratoire chinois a été découvert en Californie avec des micro-organismes dangereux stockés sur le sol américain. Le PCC prépare-t-il une attaque biologique contre l'Amérique? Lud, absolument. Je pense qu'il existe déjà de nombreuses souches de l'agent pathogène. Le PCC doit trouver une très bonne opportunité pour lancer une telle attaque. Une attaque biologique ne peut pas réussir d'elle-même. Cela doit faire partie d'une stratégie plus large. Nous devons y réfléchir plus profondément.
dans le laboratoire californien qui a été découvert, d'où pensez-vous qu'ils ont obtenu les agents pathogènes les plus dangereux? Ces agents pathogènes dangereux ne peuvent provenir que d'un système gouvernemental. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise privée, il est très peu probable que vous soyez infecté par ces agents pathogènes, en particulier en Chine, car ils sont totalement contrôlés. Pour trouver de tels agents pathogènes, il faut être soutenu directement par l'armée ou le gouvernement. Une deuxième question serait la suivante: comment ces agents pathogènes parviennent-ils aux États-Unis? Ils proviennent clandestinement de Chine. Et puis il faut se demander combien de laboratoires similaires existent sur le sol américain. Il doit y en avoir d'autres. Il s'agit d'une préparation de guerre du PCC sur le sol américain. Pensée grecque. Imaginez comment ces agents pathogènes pourraient être utilisés si la Chine tentait de perturber les États-Unis. Il faut comprendre qu'après cette dernière pandémie, le PCC a acquis beaucoup d'expérience. Ils ont optimisé leur modèle pour la prochaine pandémie. Ils sont mieux préparés à perturber votre système économique. La prochaine fois, ils pourront certainement faire mieux. Avoir la bonne opportunité est la clé. Je crois qu'ils peuvent certainement déclencher une autre pandémie. GRN, Y, a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, quelque chose que j'ai manqué? LUD, l'Amérique ne devrait pas être constamment sur la défensive. Pourquoi? Si la bataille a lieu aux États-Unis, les États-Unis subiront des dommages. Les États-Unis en supporteront alors le coût. Pourquoi les États-Unis ont-ils réussi pendant la Seconde Guerre mondiale? Parce que le champ de bataille n'était pas aux États-Unis. C'était dans le Pacifique, en Europe. L'Amérique disposait alors de l'espace nécessaire pour produire de nombreuses armes. Nous devons amener le conflit aux portes du PCC. Entretien de Carlson avec Poutine. Après avoir regardé l'interview de Carlson avec Poutine, les pensées suivantes me viennent à l'esprit. Poutine a transformé l'interview de Carlson en une conférence sur l'histoire. Il n'y a pas eu d'entretien véritable. Carlson a été utilisé. Et lorsque Carlson a donné à Poutine l'occasion de parler de ses convictions chrétiennes, Poutine a refusé de jouer le jeu. Au lieu de cela, Poutine a déclaré qu'il croyait aux lois de l'histoire. C'est ainsi que parlent les socialistes scientifiques. Autrement dit, il s'agissait d'un subtil aveu marxiste-léniniste, un clin d'œil aux communistes. Le récit historique de Poutine était conforme à l'enseignement de Lénine, nationaliste dans la forme, socialiste dans le contenu. Essentiellement, il a imputé la guerre à l'impérialisme occidental, exactement comme le ferait un communiste. Mais pour ce faire, il a utilisé un nouveau type de double langage. Poutine a profité de la naïveté de son interlocuteur américain en refusant de répondre aux questions directes. Il a découragé Carlson en lui demandant si l'interview était une émission ou une discussion sérieuse. En conséquence, l'entretien a dégénéré en une conférence égoïste de 2 heures sur l'histoire de la Russie. Dans cette conférence, Poutine a diffamé et blâmé les Polonais, les Autrichiens, les Américains et l'OTAN. Sa logique pour attaquer l'Ukraine était la même que celle utilisée par Hitler pour envahir la Pologne en 1939. Leur territoire est notre territoire et nous avons le droit de le prendre. Il a même imputé la responsabilité de la guerre en Tchétchénie à la CIA, affirmant que l'Amérique tentait de détruire la Russie. En réalité, bien sûr, la Russie et ses alliés communistes tentent de détruire l'Amérique. Poutine a refusé d'assumer la responsabilité de l'invasion de l'Ukraine, de la destruction des villes ukrainiennes, de l'enlèvement d'enfants ukrainiens et des attaques contre des civils et des infrastructures civiles. Il a déclaré que son « opération militaire spéciale » avait pour objectif de mettre fin à la guerre plutôt que de l'élargir. De tels discours sont souvent entendus par les criminels de guerre. Pendant la longue et fastidieuse conférence de Poutine, Carlson était assis, les sourcils froncés. Il a ri de manière inappropriée face à certains commentaires de Poutine. Il souriait respectueusement à d'autres moments. Carlson était hors de lui alors même que ses questions sur le softball tombaient à plat.
Lorsqu'il a demandé au dictateur de faire preuve de bonne volonté en libérant un journaliste emprisonné, Poutine a déclaré qu'il manquait de bonne volonté. D'ailleurs, ce journaliste a été pris en flagrant délit avec des documents classifiés. Lorsque Carlson a demandé si Poutine serait satisfait de conserver le territoire ukrainien qu'il occupe actuellement, Poutine a éludé la question. Pourquoi, en effet, prendrait-il une partie de l'Ukraine alors qu'il peut la prendre dans son intégralité et que des idiots utiles comme Carlson sont prêts à l'aider? J'espère qu'à l'avenir, Carlson repensera sa position sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.